Bienvenue chez moi. Tout d'abord, bonne année. C'est la première émission de l'année. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, etc. Thème du jour, peut-on se passer des fonctionnaires? Alors, définition du fonctionnaire. Fonctionnaire est un agent de l'État nommé dans un emploi permanent et titularisé au sein d'une administration. Donc, peut-on se passer des fonctionnaires? Relativement à la définition que je viens de donner, qui dit fonctionnaire dit État. Donc en fait, le sujet des fonctionnaires ramène à celui de l'État. C'est d'ailleurs l'un des dossiers de la prochaine élection présidentielle et qui oppose ce qu'on pourrait appeler les statolâtres aux statophobes, c'est-à-dire les partisans à tout craint de l'État et ceux qui y sont vraiment allergiques. Et bien sûr, en général, comme toujours, la vérité est entre les deux, le juste milieu est à rechercher. Donc, question liminaire au sujet de l'État, puisqu'on vient de dire que parler des fonctionnaires, c'est parler de l'État. Est-ce que les individus au sein d'une société organisée ont vocation à partager certaines choses? Parce que si c'est non, si les individus ne sont pas voués à partager certaines choses, alors dans ce cas, l'affaire est entendue et il n'y a rien à promouvoir, il n'y a rien à défendre et donc l'État n'a pas lieu d'être, il doit être démantelé. Si en revanche, les individus ont quelque chose à partager, l'État a sa raison d'être et il doit être garant de ce que les individus ont en partage. Question suivante, quels sont les moyens et les fins mis en jeu dans la question de l'État? C'est une question lancinante dans toutes mes émissions, mais la question des moyens et des fins est primordiale. Et en général, les gens qui critiquent ou qui encensent l'État ne se posent pas, à mon sens, suffisamment la question de ce que sont les moyens et les fins de l'État. En général, l'État est là pour rendre service aux individus et rendre service en vue de satisfaire un besoin. Il y a donc des moyens et des fins. Les moyens sont les services rendus à la communauté et la fin, c'est satisfaire les besoins de la communauté. Donc, ceci dit, en fonction des moyens et des fins, des services et des besoins à combler, deux cas de figure. Si jamais les moyens ne sont pas suffisants, c'est-à-dire en gros si, on parle surtout de moyens financiers, si l'État ne dispose pas des moyens suffisants pour satisfaire les besoins des individus, il doit se démettre. On doit trouver autre chose, une entreprise privée éventuellement, mais si l'État n'a pas les moyens de satisfaire le besoin, ne pas l'inventer, l'État se démet. Autre cas de figure, si il n'y a plus de besoin, si les individus n'ont plus besoin de l'État, n'ont plus besoin que l'État intervienne pour satisfaire un certain besoin, l'État se démet également. Il n'a plus de raison d'intervenir. Deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, premier exemple, imaginons que l'État n'ait pas les moyens, que ce soit au-dessus de ses moyens, d'aider les individus. Bon, c'est peu à peu ce dont on s'aperçoit vis-à-vis d'un service comme la SNCF. Moi, il se trouve que j'habite en région parisienne. Ce matin, tous les matins, je prends le RER. En ce moment, c'est une semaine où il fait très froid. Et tous les Parisiens le savent très bien, quand on tombe en dessous de zéro, c'est la catastrophe, tout le monde est en retard au boulot. Les trains sont incapables de nous amener à l'heure, il y a tout le temps des problèmes. En été, c'est pareil, quand la température excède 25 degrés. Au-dessus de 25 degrés, on sait que
Les trains ne sont pas capables de suivre, il y a systématiquement des problèmes. Pour pallier ce problème, pour faire en sorte que les trains partent et arrivent à l'heure, ce qui est quand même la moindre des choses pour un service qui se dit public, il faudrait certainement changer beaucoup de trains. Il faudrait investir, il faudrait que l'État investisse énormément et il n'a sûrement pas les moyens de le faire. Tôt ou tard, vis-à-vis de cette perspective des moyens et des fins, il n'est pas impossible que l'État ait à se démettre du service des transports en commun. Parce qu'il n'aura plus les moyens. Il n'aura plus les moyens de le faire, on lui en demande trop. En plus, la politique actuelle de la mairie de Paris est d'interdire les voitures au centre de Paris, donc plus de gens encore à emprunter les transports en commun. Les voies, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas multiplier les voies à l'infini, ni les trains qui passent, qui essaient de passer toutes les 2 minutes. Au bout d'un moment, il va y avoir engorgement, il va falloir trouver une solution, et l'État ne sera pas en mesure de, vu la situation actuelle, les finances actuelles, ne sera pas en mesure de sortir la SNCF de la panade. Il faudra peut-être qu'il se démette. Autre cas de figure, imaginons qu'un besoin n'existe plus, que les individus n'aient plus tel ou tel besoin. C'est le cas, par exemple, du service de la Poste. Les gens écrivent de moins en moins. La Poste, aujourd'hui, le rôle majeur de la Poste, tous les gens le savent, c'est devenu une banque, comme les autres. La Poste, c'est une banque, c'est la banque postale. Moi, je suis à la banque postale, et comme n'importe quelle banque, tous les 2 mois, en moyenne, je reçois soit un mail, soit un coup de fil pour me vendre un produit. C'est ça la Poste. Ça survit encore grâce à Amazon. Bon, mais sorti de ça, la Poste, la fonction de la Poste vis-à-vis du service proprement postal a considérablement diminué. C'est plus ça son cœur de métier, c'est véritablement devenu une banque. Bon, petit à petit, on s'aperçoit que le gouvernement commence à recycler, entre guillemets, à réorienter les salariés de la Poste. Et c'est là qu'on se demande, mais puisque la fin n'existe plus, puisqu'il n'y a pas eu de besoin, puisque ces gens, que ce soit heureux ou malheureux, une bonne chose, une mauvaise chose, peu importe, le besoin n'existe plus. Donc normalement, l'État se démet, ce service public ne doit plus exister. Autrement dit, il faudrait licencier tous les gens qui travaillent au service postal, enfin une partie des gens qui travaillent au service postal et dont on n'a plus besoin. Bien sûr, ce n'est pas ce que l'État français fait, il les oriente vers d'autres métiers. Donc aujourd'hui, vous avez en France des postiers qui ne sont plus postiers, mais qui font passer le permis de conduire. Dans une situation telle que celle-ci, il n'est pas illégitime de se demander, mais où est le service public? Est-ce que c'est un service rendu au public ou est-ce que c'est un service rendu aux fonctionnaires? Est-ce que la finalité, c'est véritablement de rendre service à la population et de se démettre quand elle n'a plus besoin de ce service, ou est-ce que c'est de garantir un emploi aux fonctionnaires? Là, ça devient vraiment problématique. Vous voyez, cette perspective des moyens et des fins nous invite à dire que dans un cas, celui de la SNCF vis-à-vis des moyens, et dans l'autre, celui de la Poste vis-à-vis des fins, la légitimité est un petit peu bancale. Alors, quelle fonction, du coup, vis-à-vis de la fonction publique, on parle souvent de ces prérogatives régaliennes. Ça, c'est un mot que les libéraux, décidément je leur en veux, mais les libéraux aiment beaucoup le mot régalien. En général, par régalien, ils entendent quoi? Ils entendent la police, l'armée, enfin tout ce qui peut défendre la propriété privée. L'État, ils ne remettent pas en question le besoin d'État, mais ils le réduisent au minimum, c'est-à-dire à la défense de la propriété privée. Pas bête. On pourrait étendre le champ de ces prérogatives régaliennes, non seulement à ce qui a vocation à défendre les intérêts et la sûreté des individus, mais également celle de la communauté. Après tout, l'armée, c'est ça. Quand on décide d'envoyer
de faire intervenir l'armée, de faire intervenir des troupes, c'est en vue de préserver pas seulement les individus que nous sommes, mais l'ensemble de la communauté nationale, le pays, la nation, la patrie. Il y a un côté holiste là-dedans, et pas seulement individualiste. Donc, les fonctions de la fonction publique peuvent très bien se limiter ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, mais à condition de s'entendre sur ces fonctions régaliennes. S'il s'agit de dire que, comme les libéraux, que les fonctions régaliennes sont celles qui vont simplement défendre la propriété privée de l'individu, c'est un peu maigre. On peut l'étendre au-delà. Et fonctions régaliennes, SNCF et la Poste, je leur en veux aussi, j'ai l'air, mais ça ne participe pas des fonctions régaliennes. C'est-à-dire qu'en plus d'introduire le problème des moyens et des fins dans cette histoire, on peut également hiérarchiser les fins. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important? Si jamais l'État doit se séparer d'un service public, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la Poste ou est-ce que c'est l'Éducation nationale? Ou est-ce que c'est la SNCF ou les services de santé? Voilà. Tôt ou tard, peut-être que l'État, à défaut de moyens, sera contraint de hiérarchiser. C'est ça aussi penser en termes de fonctions régaliennes, c'est de se dire, est-ce que finalement l'éducation nationale n'est pas une fonction régalienne? Est-ce que l'instruction délivrée aux enfants n'est pas quelque chose qui importe tout autant que la défense, que la sûreté, Alors on peut se poser cette question. La prochaine fois, je ferai une émission sur l'école. Je ferai un peu de manière particulière et je vous lirai un texte en rapport avec l'école. Mais donc ces fonctions régaliennes pourraient très bien être étendues à des choses qui importent véritablement, qui sont vitales. Et à mes yeux, l'éducation nationale est quelque chose de vital pour pas seulement les individus, mais la communauté politique dans son ensemble. Vis-à-vis de l'éducation nationale, alors, je serais d'avis de dire que c'est une fonction essentielle. Les libéraux refusent cette vision des choses. Ils pensent que on s'en sortirait très bien avec une école uniquement privée. Vis-à-vis de l'école publique, même si on la défend, même en défendant l'école publique, il n'est pas interdit de critiquer et de se dire quand même qu'à l'heure actuelle, les effectifs, il faut savoir que l'éducation nationale en France emploie plus d'1 million de personnes. C'est énorme. Là encore, il est question des moyens et des fins. La fin, on la connaît, elle est noble, c'est instruire les enfants. Et pour moi, comme pour beaucoup, c'est essentiel. Mais les moyens, on dit toujours que tout est question de moyens. Il suffit de mettre de l'argent et tout ira mieux. On voit bien que non. L'argent est mis constamment dans l'éducation nationale. Les effectifs se portent à plus de 1 million, c'est-à-dire un des 10 ou 12 premiers effectifs au niveau mondial. C'est-à-dire que devant, il y a McDo et l'armée chinoise, quoi. Et quelques autres. 1 million, et quand on voit pour quels résultats, c'est quand même pitoyable. Je ne dis pas ça pour les professeurs et les instituteurs qui s'investissent, mais le résultat est catastrophique et on voit clairement que ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. C'est un problème de péréquation. On met de l'argent, il faut, dans l'ensemble des services publics, et il faut veiller à, à faire en sorte que l'État se décharge de certains services, mais se concentrer sur certains autres et donner de la qualité à ces services. C'est le cas de l'éducation nationale. D'autres fonctions régaliennes également. Bon, la santé, pour moi, c'est quelque chose de fondamental également. On ne peut pas se dire que nous, en tant que communauté nationale, nous laissions des gens dans la panade parce qu'ils n'ont pas les moyens de soigner un cancer dont ils ne sont pas responsables, qui leur tombe dessus, comme ça peut tomber sur le dos de tout le monde, et que ces gens-là n'aient pas les moyens financiers de s'en sortir, qu'on se dise, bah tant pis, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas d'argent, ça n'est pas envisageable. Quand on se dit, c'est ça aussi, mettre en avant la patrie, la nation, c'est penser à ce côté solidaire, cette fraternité que nous devons aux gens les plus humbles. Donc,
Je mettrai effectivement également tout ce qui est dossier, le volet santé, dans des fonctions de type régalienne. Et également l'énergie. Parce que sans énergie, dans le monde actuel, on ne fait plus rien. L'énergie qui est nucléaire, on peut difficilement laisser ça à des entreprises privées. Mais sorti de là, les fonctions régaliennes classiques, plus l'éducation nationale, la santé et le nucléaire, sorti de là, s'il faut hiérarchiser en fonction des moyens qui sont les nôtres à l'heure actuelle, s'il faut hiérarchiser et fermer des services publics, ça ne peut pas être cela. Donc ce sera forcément les autres. Voilà le genre de réflexion, à mon avis, à laquelle il va falloir se préparer dans les années ou décennies à venir. Bien sûr, aucun candidat politique ne va parler de ces choses-là. Il a trop peur de se mettre les gens à dos, et en particulier les syndicats, qui ont en général une vision toute particulière de la fonction publique, qui mélange un peu les moyens et les fins, ou pour lesquels la fin, c'est, comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte que les fonctionnaires, coûte que coûte, quitte à leur donner à faire n'importe quoi, quitte à leur donner à faire n'importe quoi, que ces gens maintiennent leur emploi. En lien avec ce problème des syndicats, le problème du droit de grève. Les gens, c'est très bien que les gens dans la fonction publique font plus souvent grève que les autres. Plus souvent, pas tous les fonctionnaires non plus, parce que justement, il y a des services publics qui tournent, eux, 24 heures sur 24, et normalement, un service public, c'est ça. Il tourne 24 heures sur 24. On peut en avoir tout le temps besoin. En pleine nuit, on peut avoir besoin d'un médecin. On peut déclencher une guerre. On peut avoir besoin de la police. Ça, ce sont des services publics. Bon, de plus en plus, d'autres services. Maintenant, avant, on pouvait rouler de nuit dans les trains. C'est terminé, ça. C'est quand même problématique. En lien, je le disais, avec ce problème de syndicat, le problème de la grève, et le droit de faire grève. Il me semble un petit peu, là je vais me faire des ennemis, mais un petit peu paradoxal, un petit peu double emploi, de dire aux gens, vous avez le droit de grève, et de l'autre côté, vous avez la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, je suis d'accord avec le fait que les fonctionnaires aient une sécurité de l'emploi, même si de plus en plus, c'est ce qui pousse bon nombre de gens à rentrer dans la fonction publique. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu particulier comme sacerdoce quand même. Mais la sécurité de l'emploi a ses limites. Alors, tous autant que vous êtes, je connais beaucoup de fonctionnaires dans mon entourage, vous connaissez tous et toutes des gens, des collègues qui sont mauvais dans leur fonction, soit qu'ils sont nuls, soit qu'ils sont feignants, mais ils ne méritent pas leur place. Et vous savez très bien que ces gens-là, on ne peut pas les sortir, on ne peut pas les virer. Et qu'est-ce qu'on fait en général ? On les mute. Voilà. Alors c'est la solution de facilité, on les mute pour ne pas avoir d'emmerde, pour se débarrasser de la patate chaude. Est-ce que ce système est très sain ? Est-ce qu'il doit encore continuer longtemps ? Je pense que la majorité des fonctionnaires diront non. Donc, c'est pour ça que je dis, la sécurité de l'emploi, il y a des limites. Quand on tombe sur un naze, on met le naze dehors. C'est question de salubrité publique. C'est ça aussi un service public. Il doit être sain. Les éléments néfastes, les parasites, on les met dehors. On n'est pas là pour se soucier du sort de ce gars-là. Il est feignant, il n'a rien à foutre, on le fout dehors. Dans les entreprises privées, ils ont du mal à faire ça. On ne vire pas les gens comme ça en France. Mais on peut facilement se séparer de quelqu'un qui est clairement mauvaise volonté, quelqu'un qui ne fait pas son travail. Dans la fonction publique, à mes yeux, ça doit être la même chose. Il serait temps aussi de songer à ça, même si c'est qu'une minorité de gens, ces gens-là, il faut les mettre dehors. Et ça joue beaucoup sur l'image que donne l'ensemble des fonctionnaires dans l'esprit des Français. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est un propos un peu plus libre que d'habitude. J'oublie quand même une catégorie de fonctionnaires, ce sont nos gouvernants. Mine de rien, c'est un service public normalement qui est très mauvais aussi, qu'il faudrait changer, mais ils travaillent quand même 24 heures sur 24, le président et ses sbires. Tout ça pour ramener les choses à ma grande marotte, c'est-à-dire le changement de régime politique. Le citoyen doit se réapproprier la chose publique.
L'homme politique est purement un amateur, il ne doit pas être un professionnel. Et c'est aussi, pour finir, une autre façon de voir la fonction publique par la rotation des charges, par l'amateurisme des citoyens qui, à un moment donné dans leur vie, pendant un an, laissent de côté leur petite vie, leur fonction habituelle, ordinaire, et s'investissent dans l'État par le biais de la politique, de l'armée, de la police, des choses comme ça, que les gens soient requis à tour de rôle pour assurer un service sans en attendre un salaire mirobolant. Ça me semble important. Ça aussi, je pense que je conclus là-dessus, je dirais que ça fait aussi partie du débat sur la fonction publique, sur ce qu'elle est, sur ce que sont les fonctionnaires, sur ce à quoi ils servent, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis la prochaine fois, je ferai une émission sur l'école et je lirai à cette occasion un passage de mon bouquin. Je vous remercie et à très bientôt.